Bonjour et bienvenue sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun. Une base, vous le voyez, construite à flanc de colline et parfaitement intégrée à la montagne. Et nous sommes avec le général Rameau. Bonjour. Bonjour. Vous commandez la brigade aérienne des opérations. Alors ici, il n'y a pas d'avion, pas de piste d'atterrissage, plutôt étrange pour une base aérienne. Quelle est sa mission ? Bien, cette base accueille un ouvrage enterré qui est protégé contre tous les types de menaces, ce qui explique que bien naturellement l'armée de l'air l'a choisi pour y abriter l'ensemble de ses structures de commandement et de conduite d'opérations aériennes. Lesquelles précisément ? Eh bien, trois d'entre elles. Le Centre national des opérations aériennes, qui est la structure de commandement et de conduite pour les opérations qui se déroulent dans notre espace national, structure permanente au titre de la défense aérienne de nos concitoyens notamment. Le JEFAC, qui est notre structure de commandement et de conduite projetable, donc naturellement dédiée aux opérations extérieures. Et puis enfin, le centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes, qui est principalement notre école de formation au métier du commandement et de la conduite, qui sont des métiers très pointus. Merci Général. Alors on va découvrir au cours de ce journal cette base, mais d'abord gros plan sur le dernier né des commandos de la marine, le commando Kiefer. Dernière née des unités des forces spéciales de la marine, le commando Kiefer est à l'entraînement. Un groupe de forces spéciales de la marine a pris d'assaut ce navire suspect. Parmi eux se trouve un expert des risques NRBC du commando Kiefer. Il a détecté un gaz toxique dans l'atmosphère. L'émergence de nouvelles menaces explique la création du commando Kiefer en 2008. Ces hommes, tous experts dans leur domaine, viennent renforcer les unités des forces spéciales en fonction des besoins de chaque mission. Sur la base de Lorient, ils s'entraînent aujourd'hui avec un groupe de contre-terrorisme du commando Trépel. Les données de l'ordinateur et du téléphone trouvées à bord sont récupérées par les spécialistes des systèmes d'information, puis envoyées pour être traitées en base arrière. Du personnel SIC, des informaticiens, des spécialistes du NRBC, des plongeurs, des mineurs. On fait appel à des gens qu'on estime avoir le potentiel physique. C'est bien ça qui nous guide dans la sélection. C'est maintenant au tour des pros de l'explosif et du déminage d'entrer en jeu. Ils passent au crible les abords de l'île où serait implantée une cellule terroriste. Une fois la zone sécurisée, le groupe d'assaut peut débarquer. Autre spécificité de Kiefer, les chiens. Entraînés à rechercher tout type de munitions, ils sont aussi capables d'immobiliser des individus dangereux, un atout précieux pour les opérations coup de poing. La progression reprend jusqu'à la bâtisse occupée par les trafiquants. Reste à localiser le stock d'armement illicite. Après 3 ans d'existence, Kiefer trouve aujourd'hui sa place parmi les unités d'élite de l'armée française. La moitié de ces hommes opèrent en permanence dans les missions spéciales menées aux 4 coins du globe. Soit en vol, soit qui viennent d'atterrir. Ici, on apprend à planifier et conduire des opérations aériennes. C'est l'un des centres de formation certifiés par l'OTAN, ce qui permet au personnel formé ici de servir dans le cadre de l'OTAN, quelle que soit leur armée et leur pays d'origine. On s'intéresse ce mois-ci à la recherche, étudier l'impact de l'environnement et des armes sur les soldats. C'est la mission de l'Institut de recherche biomédicale des armées. À l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, des chercheurs, praticiens et techniciens œuvrent chaque jour au maintien des capacités opérationnelles des soldats. Ils mènent des expériences médicales sur des volontaires pour d'une part préserver la santé des militaires et d'autre part améliorer leur sécurité. Au niveau des facteurs humains, on va recréer l'ensemble de l'environnement militaire, qu'il s'agisse de l'environnement aéronautique ou marin notamment. Au programme des chercheurs, études sur le son en 3 dimensions dans une chambre sans écho. Expertise de la protection auditive d'un casque dans une chambre réverbérante. Ça s'entend, ça résonne, un peu comme dans une cathédrale. C'est normal puisqu'on veut faire du bruit, donc il faut amplifier. Donc on se sert de
des résonances naturelles d'une qualité assez grande, avec des parois réfléchissantes exprès mises un peu dans tous les sens pour augmenter le niveau sonore. Entraînement aux manœuvres anti-jet dans une centrifugeuse humaine. Ou encore, études sur la fatigue, le stress et les climats extrêmes. C'est bien, Michael, très bien. Là, par exemple, nous travaillons plus spécifiquement sur l'étude de la sueur sur le plan fondamental. Quelle est sa modification en fonction de l'exercice? C'est-à-dire qu'au travers de peut-être d'un indicateur non invasif comme la sueur, nous pourrions avoir un biomarqueur nous indiquant que le sujet passe, entre guillemets, en zone rouge et qu'il faut qu'il s'arrête. Bien d'autres expériences sont menées au profit des forces. D'ici 2013, tous les sites de recherche biomédicale des armées, situés à Toulon, Marseille et Grenoble-la-Tronche, devraient rejoindre celui de Brétigny-sur-Orge et faire de l'IRBA une structure unique en Europe. Alors ce couloir est long de 500 mètres, il mène au Centre national des opérations aériennes, le cœur de cette base qui est donc enterrée pour des raisons de sécurité. On poursuit ce journal. Depuis la guerre d'Algérie, de très nombreux soldats ont péri lors des opérations extérieures. Comment en faire mémoire? C'est la réflexion menée actuellement au ministère de la Défense. Le 6 avril dernier était célébré à Nîmes les 20 ans de l'opération Daguet. La commémoration, un acte symbolique important pour la reconnaissance de l'action militaire. Aujourd'hui, le ministère de la Défense étudie la possibilité de créer un lieu de mémoire pour les près de 600 soldats tombés lors des quelques 160 opérations extérieures menées par les forces françaises depuis l'après-guerre d'Algérie. Ce monument n'est qu'une partie qui sera visible et émergée d'une autre politique que le ministre veut avoir et que la défense doit avoir, puisque le rapport entre le citoyen et ceux qui se battent pour lui est quelque chose de consubstantiel à ce qu'est la nation. Et un énorme travail de pédagogie et d'explication pour que nos concitoyens sachent pourquoi des jeunes Français sont capables actuellement de donner leur vie pour la France. Et non seulement de donner leur vie, mais d'autres sont blessés très grièvement, qu'il ne faut pas oublier. Pour le commandant Cafaro, 46 ans, amputé d'une partie de sa jambe droite suite à une attaque des insurgés en Afghanistan, la reconnaissance de la population civile est essentielle pour les blessés. Ils ont besoin non pas d'une surexposition, mais ils ont quand même besoin que régulièrement ils soient rappelés qu'il y a eu quelque part un sacrifice qui demande une reconnaissance, parce que le soldat français, ça reste un citoyen et il a besoin de se sentir soutenu par la nation qui l'envoie combattre. Avec l'évolution des conflits et des moyens de défense, le lien étroit qui existait par le passé entre la population et son armée a changé. La Première Guerre mondiale est une guerre totale. Si la majeure partie des hommes est sur le front, l'ensemble de la population est aussi d'une manière ou d'une autre directement touchée par le conflit. La guerre d'Algérie est la dernière à mobiliser des conscrits. Depuis, l'armée s'est professionnalisée. En 2000, le service militaire est même suspendu. La France va commencer au milieu des années 90 à intervenir dans des contextes internationaux. Et là, on voit bien que même le discours des armées a évolué et la perception que vont en avoir les civils va évoluer. Et on invente, je dirais, ce slogan de soldats de la paix. Et donc on voit bien que à la fois ce sont toujours aujourd'hui des soldats de métier qui partent à l'extérieur, mais en même temps ils partent dans le cadre de missions presque humanitaires. On l'a vu, ça a commencé avec l'engagement dans les Balkans. Les images qui nous arrivent d'Afghanistan, ainsi que les 58 militaires français qui y sont décédés, nous rappellent qu'une opération extérieure peut aussi être lourde de conséquences. Pourtant, une certaine partie des Français a du mal à comprendre les enjeux et le pourquoi d'une telle implication. Aujourd'hui, les populations se sentent moins concernées par la guerre qu'elles mènent à distance d'ailleurs, et c'est très intéressant parce qu'elles le mènent à distance justement contre un ennemi dit terroriste qui pourrait frapper ici à n'importe quel moment. On le voit d'ailleurs, quand il y a les attentats, tout d'un coup, la population, les attentats sur le territoire national, s'aperçoit que ça pourrait aussi la frapper. Dans les interventions actuelles, l'ennemi n'est plus clairement identifiable. Il peut être à chaque coin de rue, nous sommes loin des affrontements armés contre armés d'antan. L'évolution de la société et de la notion de sacrifice n'a elle aussi plus rien à voir avec celle d'il y a 100 ou même 50 ans. La mort
dans nos sociétés occidentales, est devenu quelque chose qu'on l'éloigne. La mort, on vivait avec. Jusqu'aux années 50, on vivait avec la mort. Le taux de mortalité était beaucoup plus important. Aujourd'hui, on recule la mort, on la recule sous toutes ses formes, on ne l'accepte plus. Par conséquent, on n'accepte plus non plus la mort du soldat. Pour ne pas voir mourir le lien nation-défense, il appartient à l'ensemble de la communauté et aux institutions de travailler ensemble afin de renforcer un élément essentiel, quasi indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie. Vous vous rendez compte au Comme des Hawa? Ok, donc Magricot 704 en Comlos, c'est un Air France qui fait d'Asie pour Paris. Depuis 5 minutes, et la PO a décollé. Affirmatif. Et nous sommes sous terre, au cœur des opérations, puisqu'ici convergent toutes les informations aériennes sous l'œil du chef de conduite. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, vous voyez tous les appareils qui survolent le territoire français. Tout à fait. Vous voyez sur cet écran l'ensemble des avions détectés par nos radars. Et lorsque nous avons un doute, eh bien, nous faisons décoller un avion de chasse pour aller vérifier et authentifier cet avion. Immédiatement. Immédiatement. La procédure est donc claire. Je vous propose de partir avec moi en Côte d'Ivoire en opération pour voir comment la force Licorne s'est adaptée aux derniers événements. L'une des missions des forces armées inscrites dans le livre blanc est d'intervenir dans les plus brefs délais pour venir en aide à des ressortissants en danger. Illustration en Côte d'Ivoire lors des affrontements du mois de mars 2011. Et on a un tir de mortier qui est passé à ça à la terrasse. Ça a été chaud ici. Licorne, c'est le nom des forces françaises déployées en Côte d'Ivoire. Leur mission consiste notamment à protéger les ressortissants français et étrangers. Depuis les élections de novembre dernier, la tension ne cesse de monter dans la capitale Abidjan. Le pays traverse une crise politique sans précédent. Depuis le début de l'année, les militaires français redoublent de vigilance. Mais le 31 mars, tout s'accélère. La résolution 1975 de l'ONU est adoptée. La France renforce donc son dispositif et fait appel à ses forces prépositionnées au Gabon et au Tchad. 4 jours plus tard, 2 compagnies supplémentaires arrivent à l'aéroport de la ville. La base française est située juste à côté dans le quartier de Port-Bouët. Elle passe de 1100 à 1650 soldats. La force Licorne est également présente à l'ambassade de France, près de la présidence ivoirienne, et à la résidence des Palmes, dans laquelle des gendarmes mobiles de Chambéry continuent de mettre en sécurité des personnes. Merci, je vous fais la bise. Merci beaucoup. Puis pas d'eau, pas d'électricité. Hein. Vous êtes ma plus belle récompense. C'est vrai. C'est vrai, je vous le jure. Avec ce qu'on a vécu là sous les feux pendant 4 jours, enfin nous, voilà, on a ramassé des... C'était costaud. On était sous le feu, c'était costaud. Donc contente d'être partie, soulagée. Juste le petit nécessaire, le temps de vous retourner, hein, le temps qu'on puisse vous ramener sur Port-Bouët. Dans les rues, les militaires français apportent un soutien à l'ONUCI, c'est l'autre mission de Licorne. 2 compagnies sont engagées avec 2 sections togolaises pour contrôler le boulevard de France. Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, le 12 avril, par les forces du président Ouattara, la Côte d'Ivoire retrouve peu à peu une vie normale. Les militaires français raccompagnent les ressortissants qui le souhaitent chez eux, en soutien des militaires de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et en liaison avec les forces ivoiriennes. Depuis le 31 mars, le camp français a accueilli près de 5000 ressortissants, dont plus de 1900 Français. Suite à l'amélioration de la situation en Côte d'Ivoire, les renforts se sont désengagés progressivement et la force Licorne est revenue à son format initial de 900 militaires. Voilà, ici sur cette base aérienne, on peut conduire ce qu'on appelle des dispositifs particuliers de sûreté aérienne. On fait en fait un focus sur un lieu donné pour un événement donné, comme le G8 de Deauville ou encore le 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est la fin de ce journal. Merci au personnel de la base aérienne de Lyon-Montverdun de nous avoir accueillis ici. Très bonne suite de programme sur LCP.